Ça y est, Red Sonja a trouvé son héroïne en la personne de Mathilda Lutz. L'occasion pour nous de revenir un petit peu sur cette héroïne Red Sonja, créée en 73 par Barry Windsor Smith et Roy Thomas, librement inspirée de l'héroïne telle que décrite sous le nom de Red Sonja de Rogatino par Robert Howard dans sa courte nouvelle de 1934, Shadow of the Vulture. Alors, est-ce qu'il y a des raisons de se réjouir à l'annonce enfin de ce casting finalisé, casting au niveau des acteurs, de l'actrice, casting au niveau de la mise en scène, parce qu'on apprend que ce sera MJ Bassett qui va se charger de la mise en scène. Alors il y a quelques années, je vous aurais dit « Oh, magnifique !» Aujourd'hui, je suis un petit peu plus mesuré. MJ Bassett, anciennement Michael J. Bassett, et je vous avoue que ça, je l'ai appris en préparant cette émission, parce que moi, je voyais MJ Bassett partout, et je me suis dit « Oui, je connais bien ce réalisateur ». Depuis un bon moment, j'ai suivi sa carrière avec intérêt. La Tranchée, Wilderness, Solomon Kane, c'est des films sur lesquels on va revenir tout de suite, mais je l'ai toujours connu comme ça. Et puis là, MJ Bassett, en allant vérifier un peu mes sources, je voulais pas vous raconter n'importe quoi, je suis tombé sur la photo d'une femme, je me suis dit, mais quel abruti, j'ai toujours cru que c'était un homme. Maintenant, en fait, c'était un homme, et encore une fois, c'est un réalisateur qui est devenu femme à présent depuis 2016, donc c'était Michael J. Bassett, qui est devenu MJ, comme Marie-Jeanne Watson, MJ Bassett, tout récemment. On arrête là avec le gossip. Sur le papier, franchement, ça a de quoi m'émoustiller un petit peu. Mathilda Lutz, je trouve qu'elle a une certaine carrure, une certaine prestance à l'écran. Vous qui l'avez découverte dans Revenge, sans doute comme moi, vous avez sans doute apprécié sa prestation, pour le moins brutale, viscérale, donc je pense qu'elle correspond tout à fait à l'image qu'on peut se faire de l'héroïne. MJ Bassett, elle a eu son heure de gloire, elle en a sous le pied, un petit peu comme un Neil Marshall dont on a parlé sur cette chaîne. Donc je pense qu'on peut avoir une très belle surprise. Après, est-ce que le vent va souffler dans le bon sens? On va voir. Toujours est-il qu'à la barre de ce projet, on trouve donc confirmée la présence au poste de réalisatrice, MJ Bassett. Et si je vous dis que j'ai suivi un peu sa carrière avec intérêt, c'est parce que j'aime bien, vous le savez, les petites péloches de genre, films d'horreur, série B, et qu'elle a un peu toujours œuvré dans ce créneau. Sa carrière, elle la commence en 2002 avec le film La Tranchée, Death Watch, en VO, au générique duquel on peut trouver Billy Elliot lui-même, Jamie Bell. Alors Jamie Bell, c'est marrant parce qu'il était auréolé tout droit sorti du succès de Billy Elliot, et il choisit ce film-là, une petite péloche de genre qui se déroule dans les tranchées, période Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est un grand film? Non, pas du tout, mais c'est un bon film, c'est une très très agréable série B qui tire le meilleur d'un budget, encore une fois, famélique. Je vous parle souvent de films comme ça, où le réalisateur peut faire la différence. On lui donne une poignée de cacahuètes et il va falloir qu'il se démerde avec ça. Et là, pour le coup, Bassett faisait déjà l'époque des merveilles. C'était l'époque, quand même, 2002, c'est l'époque où le DTV explose. Hein. On a tous accès au DVD. Il faut quand même resituer un peu le truc dans son contexte. Il arrive toute une flopée de DTV qui débarquent, de petits DVD d'inédits qu'on peut voir arriver en France, qu'on voit arriver aux États-Unis, en zone 1. Donc il y a tout un paquet de films à offrir à l'amateur curieux, et ce Death Watch en fait partie, et franchement, le film étonne, parce qu'il y a aussi, à cette époque, beaucoup de merde, excusez-moi, qui sortent. Beaucoup de films sans inspiration. En plus, on commence à jouer un peu beaucoup avec les effets visuels, donc certains films en abusent, alors que les effets visuels sont pas encore au top à l'époque, donc souvent, ça donne une espèce de bouillie numérique pas très agréable à regarder. Là, MJ Bassett étonne par le traitement de ses personnages. C'est une espèce de film de maison hantée dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale, franchement ça passe bien. Au générique, Andy Serkis aussi. Jamie Bell n'a donc pas choisi ce projet au hasard, c'est un vrai film psychologique, un vrai film de terreur qui réserve quelques moments chocs, et surtout ce qui m'avait impressionné à l'époque, c'est l'utilisation particulièrement habile que fait MJ Bassett de son décor. C'est un décor qu'on pourrait trouver tout con, un décor de tranchées boueuses avec des barbelés, des plaquages en bois sur les murs, un univers de saleté, un peu sordide, violent, brutal, et elle s'en sort particulièrement bien. Je me suis dit à ce moment-là, tiens, un réalisateur à suivre. J'ai eu la confirmation de son talent 4 ans plus tard, en 2006, avec la sortie de Wilderness. Wilderness, c'est tout simple, hein. Une bande de jeunes laissés pour compte, un peu des jeunes qui sortent d'une maison de correction, vont être envoyés sur une île. Vous l'avez peut-être vu, ce film, il est vraiment chouette. Vont être envoyés sur une île avec leur superviseur, donc Sean Pertwee, cette grande gueule de Sean Pertwee dont on a déjà parlé sur cette chaîne, forcément, à force de parler de cinéma de genre, tout se recoupe un peu. Donc Sean Pertwee et Toby Kebbell. Toby Kebbell, on n'a pas parlé de lui, mais pour le coup, vous l'avez vu peut-être un peu partout. Il a promené sa trogne de beau gosse dans un des derniers Planètes des Singes, dans un épisode de Black Mirror, un excellent épisode de Black Mirror, dans le récent film d'action The Hurricane. Bref, vous avez déjà vu sa trogne quelque part. Toujours est-il que le film est vraiment sympa. Cette bande de jeunes va se retrouver sur une île agressée par des chiens. Alors il y a le côté chiens qui sont dressés pour attaquer. Il y a un mec qui va venir les dessouder un à un. Un slasher déguisé qui avance à visage découvert. On se retrouve sur cette
inutile avec ces jeunes qui sont à la merci de ce personnage, on sait pas trop qui c'est, franchement, ça le fait bien, c'est rythmé, c'est bien emmené, ça profite encore une fois de décors naturels absolument extraordinaires, donc il n'y a rien à acheter, je trouve que c'est très efficace. Si vous voulez voir un peu dans ce genre de thématique d'ailleurs ce qui a été fait par d'autres, il y avait The Breed qui est sorti quelques années plus tard, qui était produit par Wes Craven avec Michelle Rodriguez, c'était la même chose, hein, c'était un groupe de jeunes qui étaient aux prises avec une meute de chiens sauvages. Il y a le récent sorti en 2015 je crois, The Pack qui est pas mal aussi, avec une famille, avec des loups affamés qui viennent les assiéger dans leur maison de campagne. C'est deux films que je vous recommande chaudement, mais ce Wilderness est particulièrement intéressant, surtout pour le côté un peu atypique de ces personnages principaux. On est vraiment sur une mode d'anglais grande gueule, donc il y a ce côté un peu Kyra, comme dans Attack the Block, qui passe vraiment bien. Je trouve vraiment ça très intéressant, on s'attache aux personnages, ils sont ni tout noirs, ni tout blancs, comme dans les meilleurs films dont je peux vous parler, et je vous conseille donc de jeter un œil à ce Wilderness. Le film suivant du réalisateur devenu réalisatrice, ce sera Solomon Kane, sorti en 2009 avec James Purfoy. J'adore cet acteur, James Purfoy dans le rôle titre. Il y a aussi Pete Postlethwaite, Max von Sydow, donc du tout bon au générique. On était en droit d'attendre un très grand film d'Heroic Fantasy, c'est ce que je pense que la majorité des spectateurs attendaient. Finalement, on a eu une petite série B, 1h44 au compteur. Alors, je m'attache pas particulièrement à la durée des films, mais je pense qu'il y a un certain moment, pour faire de l'ampleur, pour faire de l'ambitieux, pour parler de grands récits d'Heroic Fantasy, il faut quand même prendre un peu son temps, et c'est là que souvent on fait la différence entre une série B et du grand cinéma, au sens le plus noble du terme. Là on a une petite série B resserrée, ce qui n'enlève rien à ses qualités, parce que Solomon Kane, j'adore tout simplement, pour moi c'est un éblouissant 10 sur 10, je trouve ça juste génial, sauf qu'on n'a pas le budget forcément, pour faire le Seigneur des Anneaux. Mais Bassett essaye quand même de s'approprier ce personnage, créé par Robert Howard, développé un peu par Marvel dans les années 70. C'est un personnage qui apparaît dans quelques nouvelles, je crois qu'il y a une douzaine de courtes nouvelles de Robert Howard. C'est un personnage un peu itinérant, je crois que c'est surtout dans les contrées africaines, qui va chasser les démons. Là on essaye de condenser pas mal de choses en 1h44, on essaye aussi de faire preuve de générosité, franchement, avec ce monstre à la fin, cette espèce de balrog, donc je trouve que ça passe bien, c'est un très bon film, très généreux, et surtout c'est super beau. C'est ultra beau, dès le début on a Solomon Kane qui est chassé de sa paroisse, on le voit en train de manger sous un arbre, il y a des sortes de tableaux, comme tous ces réalisateurs qui savent composer un peu des tableaux sur pellicule, qui profitent pleinement de leur cadre, des décors naturels. C'est juste un excellent film, très beau, moi personnellement j'adore, je trouve ça vraiment très bon, il y a une espèce d'attente viscérale quand on voit ce personnage qui essaye de s'amender, qui essaye de se racheter une conduite, qui a juré de ne plus céder à la violence sous peine de condamnation éternelle, et puis qui finalement le spectateur attend le moment où il va reprendre les armes, il les prend de la plus belle des façons, il y a une tirade et puis une scène d'une violence absolue. J'adore ce film, je trouve que Solomon Kane est une vraie réussite, j'espère que vous l'aimez aussi, ou sinon que vous lui redonnerez sa chance, parce que franchement, en voyant Solomon Kane, que j'ai déjà vu au moins 5-6 fois, je me suis dit, Bassett c'est quand même un excellent réalisateur. Et puis, Silent Hill Révélation, suite du Silent Hill de Christophe Gans en 2012. Alors là, faut pas forcément, parce que le réalisateur, la réalisatrice devait s'attendre à un peu plus de liberté, avoir un peu plus la main sur le projet. Aujourd'hui, elle le renie assez ouvertement, franchement, 20 millions de dollars de budget, 17 millions récoltés aux États-Unis, 37 autour du monde, mise rapportée 55 millions à la louche autour du globe. C'est pas une réussite, mais bon, comparativement, le Christophe Gans coûtait plus de 2 fois cette somme-là. Je crois qu'on parle d'un budget de 50 millions de dollars, il en rapportait à peine le double, donc mise à l'échelle, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va se dire, c'est pas un très bon film. Je veux dire, j'aimais beaucoup la proposition de Gans sur Silent Hill, je trouve que c'est un film viscéral, très sensoriel. Quand je l'avais découvert au cinéma, franchement, il y avait des périodes très criardes, des flashs qui marquaient bien le basculement du monde réel au monde de cauchemar. Là, ça fonctionne un peu moins bien, par contre, c'est beau. C'est toujours très beau, je trouve, il y a de très belles séquences, il y a des très beaux décors. Encore une fois, Bassett maîtrise son cadre, je trouve qu'il y a quand même une mise en scène élégante, le film n'est pas le plus passionnant du monde, sincèrement, c'est pas une bouse qu'on peut pas regarder, qu'on peut pas supporter, je prends plaisir à le regarder comme ça, peut-être que je vais le réévaluer avec les années, comme je l'ai fait hier pour Alien contre Predator Requiem, on va en parler dans une prochaine émission. Là j'ai pris une claque en me disant, mais finalement j'ai apprécié ce film, qu'est-ce qui s'est passé? Silent Hill Révélation peut peut-être, avec le temps, gagner un petit peu en patine, mais à la base, c'est quand même pas extraordinaire. Et puis surtout, c'est un flop, donc quand on fait un flop, qu'on est un réalisateur-réalisatrice
un petit peu en vue comme ça, qui commence à faire ses preuves, ben, qu'est-ce qu'on fait? Casse télé, ça on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais forcément on retourne à la casse télé. Et c'est là qu'on touche un peu le bout du bout de la carrière de Bassett, parce que du coup, c'est par la casse télé que passe la suite de sa carrière, et par un investissement assez minime sur plusieurs séries, avec à chaque fois 2 épisodes par-ci, 4 épisodes par-là. Alors on parle quand même de 4 épisodes pour H versus Evil Dead, qui est quand même une superbe série, visuellement c'est très beau, donc pas étonnant qu'on fasse appel à des réalisateurs confirmés comme ça, hein, même s'ils ont œuvré dans le domaine de la série B, c'est toujours des talents qu'on peut récupérer pour le petit écran. On parle aussi de Da Vinci's Demon, qui était une série formellement assez jolie, moi je l'ai pas regardé en entier, mais je trouvais ça assez beau, et surtout de Strike Back. Strike Back c'est une putain de série d'action, c'est une vraie bonne série d'action, et je crois que Bassett s'est relativement investie dans cette série, elle en a réalisé 15 épisodes, je crois qu'elle y a été étroitement associée. Bref, pas mal de télé pendant quelques années, avant de revenir sur le relatif grand écran. Alors on parle en 2019 d'une suite à Inside Man, alors c'est pas trop mal, mais elle l'écrit pas, donc le film est assez beau, sa mise en scène est élégante, mais le scénar n'a pas d'intérêt. On parle de Rogue, une espèce de film de guerre avec Megan Fox, en 2020, alors là pour le coup j'ai lâché, hein, je l'ai pas vu. Ça n'a pas été très bien reçu, j'y jetterai peut-être un œil distrait, ça se trouve j'aurai une bonne surprise, mais a priori ça casse pas des barres. Endangered Species, en 2021, c'est son film je crois le plus récent, avec Rebecca Romijn et Jerry O'Connell. Quand on voit le trailer, on se dit ouais ça a l'air pas mal, et puis d'un coup sur le trailer on nous fout une musique complètement à côté de la plaque. Ça a l'air pas mal, mais ça a l'air quand même plutôt convenu, on n'est pas proche d'un film comme L'Ombre et la Proie, pas du tout. Il y avait même un petit film qui s'appelle Prêt, qui parlait un peu de la même histoire. Là, c'est une Jeep qui se renverse, c'est un groupe de touristes qui vont se retrouver à la merci et d'un braconnier et des animaux sauvages. Il y avait de quoi faire un super film, si ça se trouve c'est pas mal. Là encore, c'est pas très bien reçu, ça se tape pas de très bonnes notes d'après ce que j'ai vu. Donc je verrai sans doute ce que ça donne un de ces 4, mais ça a pas l'air d'être le film du siècle. Voilà où en est Bassett aujourd'hui, elle est quand même capable de réaliser des trucs pas mal, je crois qu'elle a réalisé un épisode de la très bonne série Reacher, enfin très bonne, moi j'aime bien les trucs d'action comme ça qui cartonnent, c'est une série plutôt fréquentable, elle a réalisé un épisode de Reacher, donc elle sait toujours manier la caméra, après est-ce qu'elle va trouver le projet qui lui siera parfaitement pour nous éblouir à nouveau, et est-ce que ce projet sera Red Sonja? On peut se le demander, sincèrement, même si ce film, Red Sonja, a eu vraiment une histoire compliquée. J'en parle parce que c'est une production Millennium, et ça fait quand même un moment qu'on en parle de Red Sonja. Red Sonja, il faut savoir, c'est quand même un personnage un peu B de la culture populaire. Tout le monde connaît Red Sonja, mais en fait, elle a eu une existence plutôt comme ça, dans les BD, on va y revenir. Là, maintenant, le casting est confirmé, donc Mathilda Lutz. Mathilda Lutz, c'est une actrice italienne, très jolie, très sensorielle aussi pour le coup, qu'on a découvert dans Revenge en 2017. Revenge c'est un très bon film, sincèrement, j'aime pas du tout Coralie Farja, je la supporte pas, quand je l'entends parler, je me dis mais tais-toi, par contre son cinéma parle pour elle, parce que pour le coup Revenge était vraiment maîtrisé de bout en bout, c'est juste absolument ahurissant, c'est très bien filmé, très bien éclairé, très bien joué, forcément, vous l'avez sans doute vu, mais si vous voulez une carte de visite pour jouer Red Sonja, ce film ça peut le faire, l'actrice n'a pas fait grand chose d'autre, je passe mon temps à vous dire ça pour plein d'acteurs, d'actrices, mais là pour le coup elle a pas fait grand chose d'autre, elle a joué dans Rings, la troisième partie du Cercle. Et vous l'avez peut-être vu aussi en 2020 dans la série Les 10 petits nègres. Oh, pardon. Ils étaient 10. Et bref, je pense que c'est le choix un peu idéal pour incarner ce personnage, qui finalement s'est infusé lentement dans la culture populaire. Tout le monde connaît Red Sonja, Sonia la Rousse de par chez nous, mais finalement c'est un personnage qui a été relativement peu exploité par rapport à d'autres gros canons comme Conan. Red Sonja, elle naît en 1934, dans les pages d'un court récit. C'est l'époque des récits très courts. De toute façon, Robert Howard, il a fait plein, c'est le créateur de Conan aussi, qui a fait plein de petits récits, de courts récits. Et dans ce récit de 1934, Shadow of the Vulture, il décrit cette héroïne, Red Sonja de Rogatino. C'est ce personnage qui inspirera en 73 Barry Windsor Smith et Roy Thomas pour créer Sonia la Rousse, Red Sonja, pour la Marvel. Alors on place pas son récit au XVIe siècle, comme dans le récit d'Howard, parce qu'on veut pouvoir mélanger ses aventures à celles de Conan, forcément. C'est un espèce de Conan en féminin. Elle crée quand même une icône, hein, c'est quand même cette espèce de guerrière avec sa cotte de maille qui doit être super légère, elle est vêtue de rien d'autre, hein, quand même. Niveau confort, faut bien le dire, ça doit pas être top, hein, parce qu'un soutif et un string en cotte de maille, ça doit pas être super pratique. Toujours est-il que le personnage cartonne relativement dans les pages des Marvel Comics au cours des années 80. En 85, on en fait même un film que vous connaissez, le Red Sonja de Fleischer, avec notre Arnold préféré. Alors c'est un film plutôt pas mal qui vient de ressortir en 4K chez nous, dans une version que j'ai pas encore regardée, franchement, j'ai déjà le film en Blu-ray, et je trouve que le Blu-ray est pas mal, j'ai pas été jusqu'à pousser le vice
jusqu'à le racheter en 4K, je le trouve déjà bien en Blu-ray, et en le revoyant, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Meilleur que le second Conan, que j'ai pas trouvé désagréable non plus. Franchement, Conan, c'est un monument. Conan le Destructeur, ouais bon, bof. Ce Red Sonja, je l'ai trouvé plutôt pas mal, sincèrement, plutôt agréable à regarder. Ce Calidor, chez nous, qui vient donc de sortir en 4K. Les publications de notre héroïne aux States vont lentement s'étioler jusqu'en 95. Je crois que c'est en 95 que Marvel met un point final avec la publication d'une dernière aventure de l'héroïne. Après, on l'oublie, jusqu'à ce que le bébé soit repris par Dynamite Comics en 2005. On commence par faire un reboot des origines de l'héroïne, et puis clairement, on s'inscrit plutôt dans une suite aux aventures telles que Marvel les avait décrites. Donc en fait, on démarre doucement, le personnage regagne un peu une aura, mais c'est vraiment en 2013 que tout change, parce qu'en 2013, c'est la sortie de Red Sonja par Gail Simone. Gail Simone, c'est une très grande scénariste, à mon sens. On a déjà parlé d'elle sur cette chaîne, donc on a déjà évoqué Red Sonja. Red Sonja, c'est une très très grande série. C'est une grande série d'aventures, c'est très drôle. C'est découpé en 3 actes, 3 gros actes. Vous pouvez trouver une intégrale de Red Sonja par Gail Simone aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est sorti en France, mais aux États-Unis, vous pouvez en trouver. Ce sont des intégrales relativement belles, oversize, très très belles. Et c'est vraiment magnifique. Le dessin est juste sublime. L'héroïne n'a jamais été aussi belle. Et surtout, elle n'a jamais été aussi humaine. C'est une femme qui aime boire, qui aime, excusez-moi, mais baiser, qui aime la bonne chair, qui aime profiter de la vie, qui ne se lave pas. C'est une héroïne atypique, super attachante. Elle est très drôle. Les gens disent, mais tu pues. Elle dit, ah oui, il faudrait peut-être que je me lave. C'est super drôle. En fait, c'est découpé en 3 actes. Le premier acte, on nous repond ses origines, c'est pas celui que je trouve le plus réussi, c'est celui que j'aime le moins, dans cette espèce de trilogie. Puis il y a un deuxième acte que je trouve absolument fantastique, avec une sorte de sultan qui l'embauche pour lui dire « tu vas me retrouver les meilleurs artisans dans leur domaine que tu puisses me retrouver, et si tu le fais pas, ben, j'exécute tous mes esclaves ». Donc elle va se sentir obligée de partir dans une quête pour trouver la meilleure courtisane, le plus grand cuisinier. C'est juste extrêmement drôle, c'est rythmé, ça donnerait une série absolument incroyable. Et puis, le troisième acte, qui combine les deux, les origines, et puis le second acte, pour une espèce de conclusion totalement dingue. J'ai adoré. Franchement, vous adorerez aussi, je sais, hein, si vous aimez la BD, si vous aimez un peu les univers d'Heroic Fantasy, c'est quasiment ce que j'ai lu de mieux. Enfin, c'est ce que j'ai lu de mieux sur Red Sonja, hein, parce que l'époque Roy Thomas, c'était vraiment sympa, mais c'était très pulp comme les récits d'Howard finalement. Hein. C'était une époque, l'époque de Conan dans les pages de Marvel, donc c'était très très bon. Très Heroic Fantasy avec des dragons, des magiciens, c'était vraiment pas mal. Mais là, on est quand même dans un tout autre domaine, ça porte la série vers d'autres cimes. Et donc, il s'en fallait de peu pour qu'une nouvelle adaptation ne voie le jour. Je pense que le projet a dû manquer d'être développé en série, tout ça, et puis on décide de revenir au cinéma. Ça fait un moment que ça tourne, ça fait un moment que ça traîne sur les étagères, ce projet Red Sonja. Et quand vous voyez le projet aujourd'hui, il y a quand même... sincèrement, une vingtaine de producteurs et producteurs exécutifs qui y sont associés. Quand vous regardez les crédits, c'est impressionnant. C'est-à-dire quand même que ça démarre, j'ai envie de dire, faut se méfier, parce que quand ils sont 20 à venir apporter leur grain de sel sur une prod, forcément, ça peut créer des frictions. MJ Bessette l'a déjà vécu sur Silent Hill, je pense qu'elle se prépare sans doute à le revivre encore avec Red Sonja. C'est un projet, comme je vous le dis, qui a déjà vu défiler tout un tas de réalisateurs, réalisatrices, tout un tas de scénaristes, des producteurs en pagaille, et finalement, aujourd'hui, ça a l'air de se cimenter un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on attend du coup de ce projet, franchement? Ben, j'en sais rien, parce qu'on est à un moment où... voilà, je vous ai fait toute cette émission, pour pas grand-chose, parce que finalement, j'en sais pas plus que vous. Sérieusement, moi, j'ai une grosse attente. J'ai une vraie attente autour de ce projet. Alors, surtout, curieusement, après avoir vu le récent Predator, où j'ai vu qu'avec un petit budget, une héroïne, un réalisateur talentueux aux commandes, on arrive à faire quelque chose qui, franchement, vous prend aux tripes, un vrai film avec une vraie héroïne. Mais j'ai vu d'autres choses, dernièrement, qui m'ont plu, alors... qui m'ont passablement plu, mais par exemple The Princess, qui est en ce moment sur Disney+, je trouvais que c'était un film super sympa. Alors c'est pas parfait dans sa conception, parce qu'on a voulu faire un film série B, très pop, très coloré, très drôle, mais franchement, bah, ça passe bien quand même, ça passe bien, et surtout au niveau des décors, des costumes, des personnages, je trouve ça vraiment bien foutu. On arrive à raconter une histoire vraiment toute con, hein. C'est une princesse qui descend et qui dessoude tout le monde sur son chemin, mais avec des flashbacks, on présente les personnages, on les fait rentrer par des chemins détournés. J'ai trouvé ça vraiment plutôt malin. J'ai pris un petit pied, franchement, devant cette petite péloche d'1h30. Je me suis dit, mais c'est super sympa, en fait. Je l'ai regardé en me disant, je vais l'arrêter au bout de 10 minutes parce que ça va pas me plaire. Je l'ai regardé jusqu'au bout, et avec un grand plaisir, franchement. Et je me suis dit, en regardant ce film, bah voilà, on pourrait faire un Red Sonja un peu comme ça, avec ce côté un peu délirant, avec ce genre de costume, ce genre de figurant. Bien sûr, en traitant le sujet un tout petit peu plus sérieusement, et encore, hein, le traitement de Gail Simone que j'adore, c'est un traitement second degré. Je vous dis, c'est une héroïne
qui se lave pas, qui aime juste les plaisirs de la chair. Il y a un moment absolument incroyable où elle est avec un cuisinier, et elle lui dit, bon, ben c'est bon, maintenant on est ensemble, on est à l'abri de nos ennemis, ben on va faire ce qu'on a à faire. Sous-entendu, elle lui saute dessus, ben viens t'occuper de moi, quoi. Et lui, il fait, quoi? Mais c'est outrageant ce que tu me proposes. Et si j'avais envie d'être séduit, et là ça la vexe, elle dit non mais toi tu te refuses à moi, il lui dit en plus tu pues, enfin bon bref, c'est super drôle, c'est vraiment drôle, les personnages sont pris à contre-emploi, j'espère retrouver ça dans un film Red Sonja, j'espère retrouver un espèce de premier degré, quelque chose des personnages forts, du sérieux, mais aussi un second degré, des situations un petit peu décalées, qui sied si bien au personnage. Et finalement, ce qui peut carrément jouer en faveur de ce film, c'est que personne n'y croit. Aujourd'hui, personne n'y croit. Vous allez sur les fils de commentaires à l'annonce de cette news et tout le monde dit « Ah, Mathilda Lutz, super, Mathilda Lutz, super », bah ouais, elle est jolie, hein. Tout le monde dit « super », tout le monde l'a aimé dans Revenge, mais par contre, personne ne croit dans ce projet, c'est assez incroyable, je trouve que personne ne croit en Red Sonja. Et du coup, je me dis que comme personne n'y croit, bah peut-être que MJ Bassett va avoir un petit peu les coups des franches, peut-être qu'on va lui laisser une relative liberté. C'est un petit peu l'inverse de ce qui s'est passé sur des projets comme le Daredevil, par exemple, de Johnson, où Daredevil avait commencé comme une production où on lui laissait faire ce qu'il voulait dans son coin, et puis est arrivé le succès énorme de Spider-Man, et puis les producteurs sont venus s'en mêler, et on a eu le truc un peu boursouflé qu'on a eu au cinéma avec Ben Affleck, qui a de beaux restes et qui laisse imaginer le grand film qu'on aurait pu éventuellement avoir. C'était un peu pareil avec les Suicide Squad. Suicide Squad, tout le monde s'en foutait, vas-y, ailleurs, réalise ton film dans ton coin. Et puis Margot Robbie, le loup de Wall Street, ah, c'est qui cette actrice? Tout le monde s'intéresse à son mini-short. Les producteurs viennent s'en mêler. Et puis voilà, à nouveau, le film charcuté. Et on a ce qu'on a eu sur l'écran, le Suicide Squad qu'on connaît. Une merde, mais ça j'en reparlerai dans une prochaine émission. Enfin bon bref, ce qui peut jouer en faveur de ce film, c'est vraiment que personne n'y croit. Je pense que même les producteurs, ils sont là, ouais, ils mettent un peu d'argent. Je pense pas que c'est un gros cachet, ça c'est sûr, hein. Je pense pas que le budget alloué au film soit énorme. Je pense qu'on va parler d'une petite production. Je peux me tromper, mais je pense qu'on va aller chercher dans les 20 millions de dollars. Probablement qu'on va aller tourner dans les pays de l'Est, histoire d'économiser quelques précieux deniers. Donc voilà, qui vivra verra. Moi, j'en attends quelque chose de ce film. Je suis très très impatient de voir les premières images. C'est un peu le moment... qui tout double, vous avez le cœur qui bat un petit peu en vous disant « Ah, qu'est-ce que je vais voir ?» Le jour où on va annoncer First Trailer de Red Sonja, je vous avoue que je vais me jeter dessus, je vais le regarder religieusement, et peut-être qu'à ce moment-là, ça sera l'abattement total, ou au contraire, l'espoir renouvelé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, bim, le petit pouce qui va bien, vous savez que ça m'aide énormément, vous laissez un petit pouce, ça aide le référencement de la chaîne, si vous avez aimé moyennement, laissez un petit pouce quand même, ça vous coûte rien, ça me permet de faire d'autres émissions, en espérant vous plaire plus par la suite, ça me permet de continuer en fait, et je ne peux que vous remercier au passage pour votre support, vos commentaires sur toutes les émissions, c'est vraiment super enrichissant, super intéressant, vous êtes vraiment top, et pour le coup j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce projet Red Sonja, de cette héroïne, est-ce que ça vous intéresse ou pas, est-ce que ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, n'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, fin de journée, nuit, semaine, tout ce que vous voulez, une très bonne rentrée, parce qu'on est encore dans les clous là, vous rentrez peut-être un peu après les autres. Et moi je vous dis comme toujours, soyez curieux, défrichez de nouveaux horizons, profitez de tout, et on va terminer par le traditionnel. À la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!